Il y a quelques temps, j'avais fait une vidéo pour présenter le protocole Fluid. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais t'illustrer tous les concepts de la plateforme et en détaillant les risques de chaque stratégie. En fin de vidéo, on reviendra aussi sur le drama actuel concernant Fluid pour essayer d'y voir plus clair et voir si c'est vraiment pertinent qu'il y ait autant de bruit là-dessus. Ce que tu as à l'écran, c'est la page d'accueil de Fluid. Et pour simplifier les choses, on va faire les onglets dans l'ordre. Donc on va commencer par l'onglet Land. Tu peux voir que tu atterris sur cette interface. Actuellement, je suis sur la blockchain Ethereum. Donc sur la blockchain Ethereum, il y a ces actifs que tu peux venir déposer sur Fluid dans l'onglet Land. C'est probablement l'onglet le plus simple d'utilisation, qui te permet de venir déposer en un clic tes actifs pour venir générer du rendement. Tu viens prêter tes actifs à des gens qui peuvent venir l'emprunter. En passant ta souris sur le petit i à côté du net APR, tu peux voir de quoi est composé ton rendement. Pour l'Ether sur Ethereum Mainnet, tu peux voir que c'est simplement du yield de lending. En revanche, si je vais voir pour le WSTETH, qui est un dérivé staké de l'Ether, tu peux voir que le lending APR constitue qu'une petite partie du yield. La grosse partie vient du staking APR, logique puisqu'encore une fois c'est un LST d'Ethereum. Le staking APR est directement incorporé dans l'actif ici, mais Fluid le prend quand même en compte. Une autre possibilité, tu peux voir que si je viens sur l'USDT cette fois-ci et que je passe ma souris sur ce petit i, il y a une partie des rewards qui se fait en Fluid token, ce qui peut donc être un bon moyen d'accumuler des tokens Fluid sans avoir à en acheter soi-même. Pour te montrer comment ça fonctionne, on va aller sur Arbitrum, puisque les frais seront bien moins chers pour faire les exemples, et on va venir déposer de l'USDC. Pour ça, rien de plus simple, il y a un gros bouton Start Earning, tu vas cliquer dessus, tu vas rentrer le montant que tu veux déposer. Ici, j'ai mis 200 $ sur le wallet pour l'exemple, donc on va mettre 200 $. Tu approuves la transaction, tu vérifies la transaction, qu'il n'y ait pas d'erreur, tu la signes. Une fois que l'approuvé est passé, tu peux voir que tu peux cliquer sur Deposit. Donc ici, c'est ce qu'on va venir faire. Et tu vas encore une fois vérifier que la simulation que te fait Rabi est bien correcte et qu'il n'y a pas de problème. Une fois que c'est fait, tu cliques sur signer et voilà, tu viens de venir déposer 200 $ directement sur l'onglet Lend de Fluid. Tu peux voir qu'ici ça s'est actualisé et que tu as 200 $ de déposer et que tu as bien 200 USDC de déposer dans la partie USDC. Ça va générer 5,69%, attention ce rendement varie bien sûr. Et d'ailleurs, si tu passes sur le petit logo à côté de tes earnings, tu vas pouvoir avoir la somme en dollars de qu'est-ce que tu as gagné. Ici, je viens de déposer, donc évidemment, j'ai pas gagné grand chose avec 200 $ en quelques secondes. Mais c'était juste pour l'exemple. Pour venir retirer tes actifs, encore une fois, rien de plus simple, tu vas recliquer sur ce bouton Start Earning, sauf que cette fois-ci, tu vas aller dans l'onglet Withdraw. Et ici, on va tout retirer puisqu'on en a besoin pour la suite. Tu cliques sur Withdraw, tu regardes si la transaction ne te dit pas n'importe quoi, on sait jamais, et tu viens la signer. Tu peux voir que les 200 $ sont bien de retour dans mon wallet et qu'il n'y a pas de problème. Quand tu viens prêter depuis cet onglet, tu ne viens que prêter. Tu n'as pas d'emprunt, donc tu n'as pas de risque de liquidation. Les seuls risques que tu prends sont les risques liés à l'actif que tu déposes et ceux liés au smart contract en cas de hack du protocole. Pour passer à l'onglet suivant, donc l'onglet Borrow, c'est un onglet qui va te servir à venir emprunter des actifs contre un collatéral que tu vas venir déposer. Le système est un petit peu différent de AAV puisqu'ici on ne retrouve pas des pools mais des vaults. L'interface est donc un peu plus complexe et plus chargée, mais au final l'utilité est la même. Tu peux voir que tu peux sélectionner différents types de vaults. Par exemple, si tu as des ethers et que tu veux venir emprunter contre ces ethers, tu peux cliquer sur les vaults uniquement ETH based, et donc là tu auras des vaults qui te permettent d'emprunter contre de l'ether. Tu as aussi des vaults qui vont te permettre d'emprunter contre du BTC, et enfin tu as des vaults qui sont dits stables, et ça en fait c'est des vaults qui vont te permettre d'emprunter et de déposer le même actif, du moins deux actifs qui sont censés avoir le même prix. Par exemple, si on prend le WSTETH, le WSTETH contient un rendement que n'a pas l'Ether, donc tu peux potentiellement emprunter et venir retransformer en WSTETH pour boucler et ainsi générer plus de rendement sur ta position de base. Bien entendu, ça fonctionne seulement si le coût d'emprunt est inférieur au rendement de l'actif WSTETH. Pour te montrer un petit peu comment cet onglet fonctionne, on va venir sur Jumper et on va changer 200 USDC pour du WBTC. Et je vais te montrer après sur des banques qu'est-ce qui se passe quand tu vas faire l'emprunt. Donc ici je viens échanger sur Jumper, rien de plus simple. On va se mettre sur la blockchain Arbitrum car encore une fois les frais seront moins chers et je vais sélectionner les vaults BTC based puisqu'ici on va venir vouloir emprunter contre du Bitcoin. On va choisir donc le premier vault qui nous permet de déposer du Bitcoin pour emprunter des USDC puisqu'ici entre l'USDC et l'USDT le taux d'emprunt est moins cher. Alors évidemment vu que moi ça va être une position qui va durer seulement quelques minutes, ça n'aurait pas grande importance. Mais en tout cas, pour une position à plus long terme, c'est quelque chose qu'on regarde. Théoriquement, le dernier vault est encore plus intéressant puisque le taux d'emprunt est encore moins élevé, mais il a une spécificité qu'on va illustrer plus tard.
Du coup, sur le Vault WBTC USDC, je viens cliquer sur Create Position pour créer une position et je viens déposer mes bitcoins que j'ai échangés tout à l'heure. J'approuve la transaction. Une fois que c'est passé, je dépose et tu peux voir dans la section collatérale qu'ils ont bien été déposés, mes 200 $ de bitcoin. Maintenant, ce qu'on veut, c'est emprunter notre USDC, donc on va cliquer sur Borrow et on va décider d'emprunter 100 USDC, soit 50% de notre collatéral. Et c'est pour ça qu'on a un facteur de santé qui est d'environ 50%, puisqu'on vient emprunter un montant correspondant à 50% de ce qu'on a mis en collatéral. Je clique sur Borrow. Tu peux voir que Rabbi simule bien qu'on va recevoir 100 USDC, ce qui est logique puisqu'on les emprunte. Je confirme la transaction. Et voilà, cette fois-ci, c'est bien affiché. Je dépose donc 200 $ de BTC qui ne me rapportent rien, car personne emprunte du BTC actuellement sur Arbitrum, et derrière, j'emprunte des USDC qui me coûtent 3,87% par an à emprunter. Si je reclique sur l'onglet Borrow, tu peux voir que tu as la position qui est ici, avec les détails rapides, et que tu peux, si tu le veux, cliquer ici pour pouvoir la gérer. Tu as un tas d'infos qui sont pas mal utiles, comme notamment le net APY, donc ce que tu payes réellement par an, ou ce que tu gagnes si ta position est rentable, en l'occurrence là elle ne l'est pas. Tu as ton collateral factor, tu as tes pénalités de liquidation en cas de liquidation, tu as ton seuil de liquidation et tu as ton prix de liquidation au cas où le Bitcoin viendrait à décrocher fortement. Ça, c'est ton prix auquel tu serais liquidé. Ici, je vais quand même venir les rembourser, donc je clique sur Payback, je maximise, j'approuve la transaction. Une fois que j'ai remboursé mon emprunt, je peux venir retirer mes Bitcoins. Ne faites pas l'inverse, parce que si vous faites l'inverse, vous allez vous faire liquider, puisque ça consisterait à retirer son collatéral alors qu'on n'a pas remboursé son emprunt, et c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc faites bien l'inverse, venez d'abord rembourser votre emprunt, et après retirer votre collatéral. D'ailleurs, récemment, Fluid ont ajouté des vaults qui peuvent être exposés à l'or. Tu peux voir que si je tape XAUT, qui est une représentation du prix de l'or, tu peux emprunter du dollar contre cet or, ce qui peut constituer une stratégie intéressante en cas de bear market, puisque quand la situation économique est instable, l'or a tendance à monter quand tout a tendance à descendre. Je dis pas que c'est ce que je fais et que c'est ce qui est intéressant en ce moment, en tout cas, c'est une stratégie qui est possible en bear market. Maintenant qu'on a vu ça, on va pouvoir s'intéresser au smart collatéral et à la smart debt, des fonctionnalités spécifiques à Fluid, là où ils innovent le plus en fait, et ça va commencer à être un petit peu plus compliqué, mais je vais tenter d'expliquer tout ça simplement. Pour résumer simplement, le smart collatéral et la smart debt, ça vous donne la possibilité d'emprunter contre une position de liquidity providing, et même d'emprunter une position de liquidity providing, ou de faire les deux à la fois d'ailleurs. Je m'explique. Quand vous venez sélectionner Smart Collateral, vous allez avoir plusieurs vaults. Et je vous montre ici sur Ethereum, car c'est là où il y en a le plus de disponibles. Mais il y en a aussi sur Arbitrum par exemple, et d'ailleurs l'exemple que je te montrerai après sera sur Arbitrum. Admettons que comme tout à l'heure, vous ayez du BTC, et que vous vouliez emprunter du dollar. On reprend le même exemple qu'avant. Il est possible de le faire avec un actif comme le WBTC comme on l'a fait avant, mais sur Fluid, il est aussi possible de le faire avec deux actifs. Comme tu peux le voir ici, tu peux le faire avec du WBTC et du CBBTC en même temps. Vous pouvez donc emprunter de l'USDC en mettant en collatéral du WBTC plus du CBBTC, qui sont tous les deux des dérivés de Bitcoin. Alors là, vous pouvez me dire quel est l'intérêt ? Eh bien, si on clique sur ce vault pour avoir plus de détails, tu peux voir que si je passe ma souris sur le petit i à côté du net APR, tu n'as plus seulement un collatéral APR, tu as aussi un trading APR, puisque la position va venir générer des frais de trading, puisque les trades vont passer par le DEX de Fluid dans ces positions, et donc par votre pool, puisque vous détenez une fraction de la pool WBTC, CBBTC grâce à votre collatéral. Ça constitue donc non pas une seule source de rendement, mais deux. En théorie, vous gagnez donc plus qu'en faisant du simple lending. Ça marche aussi dans l'autre sens. Si par exemple vous avez de l'Ether et que vous voulez emprunter des stablecoins, vous pouvez emprunter deux actifs qui forment une position LP. Et ici, si je passe ma souris sur le net APR, tu peux voir qu'il y a le coût d'emprunt APR qui est de 4,65%, mais tu as aussi le trading APR qui est de moins 0,32%, qui veut dire qu'ici, il réduit ton coût d'emprunt net. Donc en gros, il te fait payer un petit peu moins cher pour pouvoir emprunter. Pour illustrer tout ça, on va justement faire cette dernière stratégie qui consiste à venir déposer un actif et à en emprunter deux à la fois. On va se mettre sur la blockchain Polygon, puisque de base, je voulais te montrer ça sur Arbitrum, mais en fait, tu peux voir quand je sélectionne Smart Debt, que tous les vaults qui comprennent de la Smart Debt sont pleins. En fait, c'est le petit bouton jaune que tu peux voir ici. Tu peux voir qu'ils sont filled à 100%, donc je ne peux pas venir déposer et emprunter, puisque le protocole ne me le permettra pas, puisque les caps sont atteints. Donc on va se mettre sur la blockchain Polygon, on va sélectionner les vaults avec de la Smart Debt, et ici on va utiliser celui-là où on vient déposer du WBTC pour emprunter de l'USDC USDT. J'ai donc été, comme tout à l'heure, swapper mes 200 $ en Bitcoin, je vais créer une position, je dépose mes Bitcoins du coup. Ici, Fluid te met un message qu'il ne te mettait pas tout à l'heure, puisque en ce qui concerne la position d'emprunt, il y aura un mécanisme automatique de rebalancement. On va en discuter
discuter en fin de vidéo, puisque c'est sur ça que porte le drama. Mais pour l'instant, je veux pas brouiller le tuto, donc on en discutera un petit peu plus tard. Il y a aussi de l'impermanent loss, puisqu'évidemment, comme toute position de liquidity providing, tu as des pertes impermanentes qui vont se créer. Alors ici, on est sur des stablecoins, donc on ne risque pas non plus grand chose. En attendant, quand c'est des paires volatiles, ce sera beaucoup plus sensible. Une fois que mon dépôt a été effectué, je vais donc cliquer sur Borrow. Et ici, on va venir en fixed proportion, puisqu'en fait, tu pourrais le faire en variable proportion, mais tu as un petit frais en plus. Donc on va le faire en fixed proportion. On va dire qu'on va emprunter 50 USDC, et donc automatiquement, il va emprunter en même temps 74 USDT. Donc ça nous fait un facteur de santé un petit peu plus risqué, puisque c'est logique, on emprunte plus 100 $, mais 124 si on additionne ces deux-là. Mais on va quand même le faire, puisqu'encore une fois, ça reste acceptable. On n'emprunte pas contre un actif trop volatile, donc c'est bien. Bon, en fait, comme tu peux le voir, à chaque fois que j'essaye d'emprunter, ça me met une erreur, parce que visiblement, le slippage est trop haut, mais j'arrête pas de l'augmenter, donc ça doit pas être lié à ça. Donc on va cliquer sur Variable Proportion, et je pense que ça marchera. C'est bien aussi d'avoir une erreur, puisque ça vous permet du coup de voir si jamais ce qu'il en est. Donc on va emprunter 100 $, donc on clique sur Borrow, et là voilà, ça marche. Je ne sais pas pourquoi l'onglet Fixed ne marche pas. C'est peut-être un bug de leur côté, ou j'en sais rien. En tout cas, on va faire comme ça ici, ça marchera. Une fois que la transaction est passée, tu peux voir qu'il a fait le swap lui-même. En fait, on n'a pas 100 USDC, on a 37,8 USDC et 62,2 USDT, ce qui fait donc 100 au total. Et d'ailleurs, fait super intéressant, mais tu peux voir qu'on a un net APY sur la position de 1,56. Mais le 1,56 ne provient pas du tout du collatéral, il provient de la dette. Puisqu'ici, on a un coût d'emprunt au niveau de la dette qui est négatif. Tu peux le voir d'ailleurs en cliquant sur le petit i à côté, tu as un trading APR qui compense largement le coût d'emprunt sur stablecoin. Donc tu es payé pour emprunter des stablecoins. C'est l'un des avantages de Fluid. Et ensuite, évidemment, vu que c'est un emprunt, tu peux utiliser ces stablecoins n'importe où dans la DeFi et même les sortir des cryptos pour en faire ce que tu veux. Ensuite, pour rembourser la position, bah ici, ça va juste un petit peu différer puisque tu peux voir qu'on va rester sur Variable Proportion du coup puisque Fixed ne marche pas. On peut rembourser soit en USDC, soit en USDT. Ici, on va choisir USDC puisque c'est ce que j'ai dans mon wallet. J'ai pas d'USDT puisque j'ai choisi d'emprunter seulement de l'USDC. Et ensuite, même procédure, on approuve et on signe la transaction. On retire ensuite nos bitcoins du Vault. Et voilà, on est de retour avec notre wallet de départ, sans plus aucune position sur le site. Enfin, il est aussi possible du coup de faire les deux à la fois, c'est-à-dire de déposer une position LP en lending et d'emprunter une position LP contre celle-ci. Tu peux le voir en sélectionnant Smart Collateral plus Smart Debt et tu as des vaults qui s'ouvrent à toi. Ça va par exemple permettre de faire un effet de levier sur le rendement net de la position si celle-ci est rentable, donc si les intérêts que tu gagnes en déposant sont plus élevés que ton coût d'emprunt. En l'occurrence, par exemple, si tu viens sur ce vault-là, SUSDE, USDT, USDC, USDT, tu peux voir que tu as un rendement d'environ 1% net, puisque ton collatéral te rapporte plus en pourcentage que ton emprunt. C'est assez efficace pour les paires stables, néanmoins, il y a quelque chose qui cloche avec les paires volatiles comme USDC ETH par exemple. Tu peux voir qu'à l'écran, on a un supply rate de 84% et un borrow rate de 71%. On pourrait se dire, tiens, on va déposer emprunter, comme ça on va générer beaucoup de pourcentage, sauf qu'en fait, non, puisque on en reparle en fin de vidéo, mais c'est tout ce sur quoi porte le drama, encore une fois. Pour ce qui est de l'onglet swap, bah son nom l'indique, du coup, c'est un onglet qui va permettre de venir swapper des actifs depuis les pools de Fluid, entre autres. C'est pas forcément un onglet que vous allez beaucoup utiliser, je pense, puisqu'en général, on utilise des agrégateurs pour swapper, même si ici, on nous dit sur l'interface qu'on utilise la meilleure route via des agrégateurs pour swapper. En tout cas, l'interface est similaire à beaucoup de DEX, donc ici, rien de bien compliqué. L'onglet Refinance, c'est un onglet qui provient d'Instadapp, puisque pour rappel, la team de Fluid est la même que celle d'Instadapp. C'est une fonctionnalité qui vous permet de migrer une position que vous avez sur un autre protocole sur Fluid. Par exemple, je viens d'ouvrir une position sur AAV dans laquelle je dépose du Bitcoin pour emprunter des USDC, la même que j'avais tout à l'heure sur Fluid, sauf que cette fois je l'ai ouvert sur AAV. Et bien tu peux voir que si je vais dans l'onglet Refinance, la position va apparaître. Tu vois bien que c'est AAV V3, que j'ai déposé du Bitcoin pour emprunter des USDC. Et bien je peux cliquer sur Refinance et tout simplement basculer la position de AAV à Fluid. Il me suffit de mettre max pour ce qui est du collatéral et de la dette, et Fluid s'occupe de tout. Tu as juste à cliquer sur Refinance, à déployer, en fait ça va utiliser un wallet intelligent, ça provient encore une fois d'Instadapp, tu signes, tu approuves les A-tokens. Les A-tokens, c'est la représentation de ton collatéral sur AAV. Et tu peux enfin cliquer sur Migrate. Tu peux maintenant voir que si je retourne sur AAV sur le marché d'Arbitrum, je n'ai plus aucune position, elle a disparu. Par contre, si je vais sur Fluid et que je vais dans Borrow, eh bien tu peux retrouver que j'ai une position ici, dans laquelle je dépose du Bitcoin et j'emprunte des USDC. En fait, ici on a basculé en un clic une position qui provient d'AAV à Fluid. C'est un moyen simple de le faire quand c'est disponible.
L'onglet suivant, c'est l'onglet Stats. C'est l'onglet idéal pour avoir les moindres détails concernant les métriques et paramètres de Fluid. Je me mets sur Ethereum puisque c'est là qu'il y a le plus de détails, mais l'onglet est aussi dispo sur toutes les autres blockchains. Tu as différentes catégories. Tu as l'onglet Liquidity qui va avoir des métriques sur la liquidité de chaque actif au sein de Fluid. Par exemple, sur Ether, tu peux voir qu'on a 290 millions de dollars d'Ether qui sont prêtés et que tu as 235 millions qui sont empruntés. L'onglet Vault, c'est ce qui te permet d'avoir tous les infos concernant les vaults de Fluid. Il y en a un paquet. Tout à l'heure, on est allé créer une position sur le vault WBTC USDC sur Arbitrum. Tu peux voir que si je la cherche ici, c'était celle-ci en fait, c'était ce vault ici. Tu peux trouver des infos utiles, notamment en termes de taux d'intérêt, voir où en est la courbe des taux. Et ici, tu peux voir qu'on est quand même relativement bas par rapport à l'utilisation des vaults. Tu peux voir par contre qu'à partir d'un certain seuil d'utilisation, les taux commencent à exploser avec des taux d'emprunt qui vont monter énormément et des taux de prêt qui vont aussi monter énormément. Tu peux bien évidemment aussi check pour les paires avec du smart collatéral et de la smart debt, les infos sont aussi tout à fait trouvables. En ce qui concerne l'onglet lending, tu vas retrouver les historiques de taux de lending sur différents actifs. Pour ce qui est de la catégorie DEX, c'est les infos liées au pool de liquidité de Fluid, donc le smart collatéral et la smart debt. Tu vas retrouver le volume qui passe par ces pools, les frais générés, le revenu cut qui symbolise la part des frais qui constitue du revenu pour le projet et le range actuel qui est défini automatiquement, c'est ce que tu peux voir ici. C'est pas intuitif, mais une fois que tu as été confronté quelques fois, ça se retient assez bien. Et pour finir, la catégorie Smart Lending, j'en parle pas tout de suite puisqu'on la voit juste après. Tu as ensuite un onglet qui s'appelle Multiply, qui existe pour simplifier les effets de levier grâce aux boucles d'emprunt. En gros, ça permet de démultiplier les rendements, donc c'est utile seulement pour les positions sur lesquelles ce que tu gagnes en déposant est plus élevé que ton coût d'emprunt. Néanmoins, il faut faire attention à plusieurs choses avant de te lancer. Il faut toujours tester avec des petites sommes avant d'y aller all-in, puisque tu risques d'avoir des mauvaises surprises si tu ne sais pas à 100% ce que tu fais avec du levier. Les caps peuvent aussi être trop remplis pour que tu puisses faire du levier. Si je retourne sur Arbitrum, je me suis fait avoir tout à l'heure en voulant faire l'exemple, mais je voulais justement faire un levier SUSDS, USDC, USDT, mais je ne peux pas, puisqu'en fait la dette de ce vault, qui est donc composé d'USDC et d'USDT, a atteint son cap, donc je ne peux pas utiliser le levier sur cette position. Et enfin, on reste aussi sur des positions très risquées, puisque même si les pénalités de liquidation restent faibles sur Fluid, elles sont quand même démultipliées avec le levier. Si on va voir en détail la position GoUSDC, qui peut être intéressante à vue d'œil, vu qu'on a un max APY avec un levier maximum de 12,5 à 81%, mais déjà c'est pas possible puisque les caps sont filled, et si je clique sur Multiply, on peut voir que la pénalité de liquidation est de 2% pour ce vault. Or, quand tu fais un levier x10, ta pénalité de liquidation n'est plus de 2%, mais de 10 fois 2%. Donc si tu te fais liquider, tu perds 20% sur ton capital de départ et pas seulement 2. Tu vas me dire que c'est pas censé arriver puisqu'ici on est sur une paire de stablecoins, certes, mais n'oublie pas que même les stablecoins ont des petites variations, donc prends toujours une marge de sécurité. L'onglet Smart Lending permet de générer des frais de trading et de lending simplement. C'est dispo que sur Ethereum et Polygon et on ne peut pas venir emprunter contre ces positions. Ça s'apparente à l'onglet Lending mais avec d'autres paires, peut-être plus exotiques et avec des actifs qu'on connaît moins. En tout cas, c'est disponible. Pour l'instant, c'est pas non plus beaucoup utilisé puisque tu peux voir qu'on est à 3,5 millions à peu près de dépôts dans le Smart Lending. C'est vraiment pas énorme quand on compare aux autres catégories. L'onglet Light, j'ai pas grand chose à en dire, ça permet simplement de venir déposer et de gagner du yield avec des stratégies diverses, possibles grâce à d'autres protocoles. C'est encore une fois inspiré par Instadapp. Tu peux voir que si tu vas dans Statut, tu as la liste des protocoles utilisés par Vault. L'onglet Gov, lui, va correspondre à tout ce qui est gouvernance. Tu as l'onglet qui va te définir les propositions actuellement actives et celles qui ont été passées avec leur statut. Tu vas pouvoir voir la liste de toutes les propositions. Tu vas aussi avoir les infos relatifs à ton compte. Ici, évidemment, sur celui-là, je n'ai rien. Et tu as aussi un lien vers le forum de gouvernance de Fluid, là où se discutent toutes les propositions avant d'être implémentées. On arrive en fin de vidéo et comme promis au début, je voudrais revenir un petit peu sur ce qui se passe sur le drama qu'il y a avec Fluid. Si tu te balades sur Twitter et que tu suis un petit peu le projet Fluid de loin, tu as à coup sûr entendu parler de ce drama qui a fait pas mal de bruit et qui a d'ailleurs fait chuter la TVL d'un vault sur Fluid. En effet, l'une des pools principales du DEX de Fluid, la pool ETH USDC dont on parlait un tout petit peu plus tôt, et qui avait l'air d'imprimer beaucoup de rendement, n'en imprime pas du tout, puisque toutes les positions LP sur cette pool perdent énormément d'argent depuis un moment. Je crois qu'on s'approche des 20 millions si je dis pas de bêtises. C'est lié au fait que les pools sont automatiquement rebalancées, et que c'est infiniment complexe à gérer des pools volatiles comme ça en réalité. Et c'est ça qui amène aux pertes subies par les LP avec tous les arbitrages possibles. On a même eu une proposition de gouvernance qui résumait tout ça et les problèmes qu'il y avait avec
ce vault, puisqu'évidemment ils regardent toutes les données, ils agrègent tout ça et ils regardent si tout va bien ou pas. En l'occurrence ici ça n'allait pas. C'est peut-être aussi pour ça que Fluid met du temps à augmenter les caps et préfère y aller pas par pas, puisqu'on est encore sur une première approche et une grosse innovation dans la DeFi qui n'a jamais été faite avant. En revanche, on sait déjà que la V2 du DEX qui a été annoncée et qui arrive bientôt permettra d'apporter une solution à ce problème, puisque les LP auront la possibilité de choisir leur range, ce qui n'est pas le cas maintenant. Même si certains founders réputés émettent encore des doutes comme le fondateur de Curve par exemple, personnellement, je trouve pas forcément très justifié tout le FUD qu'il y a eu sur Twitter. D'ailleurs, ça s'est bien apaisé avec le temps, mais faut pas oublier que ça reste quand même qu'un seul vault de tout le protocole, et que je ne pense pas que ça va entraîner sa perte. C'est à suivre de près, mais pour moi c'est pas non plus une question pour insulter la team qu'il y a derrière. C'est l'une des plus solides de l'écosystème, et personnellement ça m'a même permis de recharger un peu de tokens autour des 4$, et c'était d'ailleurs remonté quelques heures plus tard autour des 4,7$, même si là actuellement ça dump, mais c'est plus le marché dans son ensemble qui dump. Comme je l'ai dit, pour moi, c'est rien de très grave qui met en péril le projet, mais ce sera quand même important de garder un œil dessus quand le DEX V2 sortira pour voir si le problème est compensé ou pas. En tout cas, pour les liquidity providers qui ont perdu de l'argent sur ce vault, la team de Fluid a décidé de mettre 500 000 tokens Fluid à leur disposition pour qu'ils puissent les réclamer et compenser un petit peu leurs pertes. Certes, c'est pas l'idéal, mais c'est en tout cas bien mieux que rien. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle m'a pris pas mal de temps à faire puisque j'ai essayé d'être le plus complet possible. Si jamais elle t'a aidé ou que tu l'as appréciée, n'hésite pas à la liker, à t'abonner et à me le dire en commentaire. Ça me fait super plaisir et ça m'encourage à en faire encore plus. N'hésite pas non plus à me dire ce que j'aurais pu oublier, puisque c'est tout à fait possible que j'oublie des choses. Et moi, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!